Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui va porter comme sujet l'IA au service de la satisfaction client. L'idée, c'est qu'on va prendre 30 minutes pour vous parler d'un sujet qui est très important et qui est très en vogue actuellement. Aujourd'hui, nous serons deux à vous présenter ce webinaire. Moi-même, Adam Menebi, donc responsable de compte retail pour Midral, et Marius, que je vais laisser se présenter. Merci Adam. Bonjour à tous. Marius Sergent, je suis architecte data et IA chez Midral et je serai donc votre interlocuteur technique pour la session d'aujourd'hui. Magnifique. Merci. Alors, au sommaire, déjà, pourquoi on se parle? Donc, pourquoi ce webinaire? Pourquoi maintenant? Ensuite, la présentation de comment dire, l'IA générative. L'idée, c'est qu'on vous dégrossisse un peu la chose parce qu'on entend beaucoup de choses depuis maintenant 2-3 ans. Alors, on va vous expliquer, on va vulgariser pardon, un peu la chose. Une démonstration d'un cas d'usage simple avec un retour concret. Et l'idée derrière, c'est qu'on puisse vous projeter un petit peu plus loin sur d'autres cas d'usage. Et enfin, on va prendre 10 minutes pour une session de questions-réponses. À ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas. Dès que vous avez une question, posez-la dans le chat au fil de l'eau et on prendra du coup dans ce temps, des 10 minutes, le temps d'y répondre. C'est ça, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Aucune question n'est bête, hein, donc n'hésitez surtout pas, inondez-nous. Alors, pour commencer, pourquoi ce webinaire? Parce qu'on s'est rendu compte, donc maintenant, voilà, ça fait 2 ans que l'IA générative est un peu le buzzword. Tout le monde s'est enflammé par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à mettre des cas d'usage en place, à mettre des ROI aussi en place. Aujourd'hui, on se rend compte en parlant avec nos différents clients que ben, c'est plus performant maintenant. C'est plus simple à mettre en place et à utiliser et surtout, c'est plus rapide. En termes de bénéfices pour les services clients, bah, on a des conversations qui vont être authentiques, différents de chatbots simples qui vont répondre finalement des réponses un peu des réponses bateaux qui ne vont pas forcément servir la marque. Des services clients qui vont être soulagés. Aujourd'hui, ils croulent sous les commentaires, ils croulent sous les questions. Et en termes de conséquences, une amélioration de la satisfaction client, une optimisation de la réputation de la marque et bien évidemment, ça a pour conséquence une augmentation du chiffre d'affaires. Pour qui à qui s'adresse cela? Alors concrètement, j'aurais pu mettre une longue liste parce qu'on va pouvoir s'adresser à tous les départements d'une entreprise, le département data bien évidemment, mais le département marketing, le service client, le SAV et enfin un département des comment dire, ressources humaines. Nous, on aurait vraiment pu mettre tout. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans le vif dans le vif du sujet, je voulais juste nous représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Midral. Donc Midral, qui sommes-nous? Très rapidement, un pur player dans la partie data depuis maintenant plus de 15 ans. Plus de 500 clients qu'on a pu accompagner, plus de 1000 projets. Et en fait, tout ça grâce à un pool de consultants qui va être agnostique sur toutes les solutions data. On parle des solutions data viz, data science, IA générative. L'idée, en fait, c'est qu'on puisse accompagner les clients sur leur transformation data de bout en bout, qu'ils soient débutants ou bien matures. Enfin, nous sommes centre de formation certifié Calliope, ce qui nous permet de pouvoir former les utilisateurs sur la data vie, sur la data science. Alors, un petit chiffre qu'on a pu relever donc grâce à une étude menée par Deloitte
2022 qui dit que 69% des utilisateurs considèrent qu'une expérience personnalisée vont influencer positivement la fidélisation. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que lorsque vous allez faire comment dire, un achat, vous allez peut-être en amont essayer de voir un peu les avis clients, essayer de voir un peu comment la marque répond à ça, et derrière, ça va justement mettre un billet qui va dire, OK, moi, je vais avoir confiance en cette marque parce que cette marque va aller personnaliser justement l'expérience client. La marque est proche de nous. Donc, c'est super important. Surtout en 2024 où on se rend compte que l'avènement du marché retail sur le web est vraiment conséquent. Et on va commencer par présenter l'IA générative comme promis, et je vais laisser place à Marius pour cela. Merci Adam. Alors, en tout premier lieu, j'aimerais savoir, n'hésitez pas à nous partager dans le chat si parmi nos participants, il y en a qui sont plus matures sur l'IA générative, si vous avez déjà des cas d'usage en place, en développement, en production, n'hésitez pas à nous les partager. C'est un retour d'expérience toujours apprécié. Très rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'intelligence artificielle générative, comme son nom l'indique, est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Mise sous le feu des projecteurs depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022, comme Adam l'a rappelé. C'est un domaine aujourd'hui en plein essor, qui a suscité un regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle en général, qui semblait un petit peu patiner ou avoir atteint un plateau depuis quelques années. Ça a libéré la créativité de toutes les équipes et ça a permis d'imaginer de nouvelles approches et de nouveaux outils pour résoudre les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises. Enfin, c'est applicable à tous les secteurs et par là, j'entends que c'est une révolution au même titre que l'informatique. Ah, révolution. Attends, on parle juste de ChatGPT un peu finalement. Oui, mais pas que ça. Allez, je vais te montrer. Je pense que la majeure partie d'entre vous sait de quoi il en retourne quand on parle d'intelligence artificielle. Aussi, j'irai très vite sur ces rappels. Quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on parle de programmes qui utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces programmes, donc, on ne va pas leur donner des instructions explicites sur quoi faire. On va leur dire, voici des exemples de questions que je vais te poser, voici les réponses que j'attends. Ajuste-toi par rapport à cette base de questions-réponses qui constitue tes données d'entraînement. Et ensuite, quand je te reposerai une question similaire aux questions que tu as vues dans tes données d'entraînement, tu sauras me donner la réponse. Un exemple, imaginons que vous créez un programme pour savoir si sur une photo il y a un petit chat ou pas. Vous avez toute une quantité de photos avec des petits chats ou sans petits chats. S'il y a un petit chat, vous dites là il y a un petit chat. S'il n'y a pas de petit chat, vous dites il n'y a pas de petit chat. Vous entraînez votre modèle avec ça. Et ensuite, vous avez un programme qui sait dire si sur une photo il y a un petit chat ou non. Bon. L'avantage, vous allez me dire, mais moi je suis tout à fait capable de dire s'il y a un petit chat sur la photo ou pas. Certes, mais là vous allez avoir un programme et donc avec tout l'avantage de l'informatique, à savoir le fait de le faire très vite. Oui, c'est ça, en fait, de le faire rapidement. Si vous avez 3000 images à classer, vous préférez avoir un programme qui le fait plutôt que le faire vous-même. Donc c'est forcément un gain de temps. Bien. Maintenant, pour ce qui est de la partie générative, est-ce que l'IA générative a émergé avec ChatGPT, Adam? C'est ce que tu semblais dire. C'est là où on a entendu parler de ça, mais je suppose que du coup, tu vas me contredire là-dessus. Exactement. Je veux attirer ton attention sur le fait que dès 2014, il y avait une architecture spécifique de réseau de neurones qui est sortie, qui s'appelait les réseaux de neurones adversariaux génératifs, qui permettait de générer des images très réalistes, notamment celles qu'on voit dans cet exemple. Je vous ai mis donc encore des petits chats. Sur le site qui existe vraiment, thesecats.exist.com, ce sont plein d'images de chats très réalistes qui sont générées avec ces techniques qui datent de 2014. Bon, qu'est-ce qui fait que ça existe depuis 2014, mais que maintenant on sache s'en sortir. Pourquoi ça a été maintenant plus? Bon, la réponse, c'est les avancées majeures qu'on a eues, notamment pour le traitement du texte, que sont la notion d'embeddings et la notion d'attention.
Je ne fais qu'évoquer ces termes maintenant, et si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez mettre une question en ce sens, et puis on en parlera plus après la présentation. Les embeddings et l'attention ont donc donné naissance, enfin, ce sont les mécanismes à la base de l'architecture des transformers qui sont à la base de tous les modèles qu'on connaît aujourd'hui, ChatGPT et consorts, Gemini chez Google, Claude chez Anthropic, donc des modèles qui prennent du texte en entrée et qui sortent du texte en sortie. Whisper, donc c'est un modèle de speech to text ou text to speech. Midjourney, DALL-E, donc des modèles où vous décrivez une image et il va vous générer l'image que vous avez décrite, donc text to image. Et je ne sais pas si vous connaissez Suno.ai, c'est un modèle où vous lui décrivez une chanson et il va vous générer la chanson que vous avez décrite avec les instruments, les paroles. Donc c'est texte ou chanson, donc c'est audio, texte et mise en musique, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, les modèles sont multimodaux, ils savent prendre tout type d'input et générer tout type d'output. Wow. Cela étant, pour notre use case, on va rester simple et on va rester sur des cas d'usage textuels, texte to texte. Bon. Je veux également dire 2 mots sur les limites de l'intelligence artificielle générative. ChatGPT n'est pas Skynet. Certains disent qu'il n'est pas intelligent, que c'est juste un prédicteur de mots suivants. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que je suis d'accord pour dire qu'il a une intelligence locale et non généralisable. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que ChatGPT a été entraîné, comme toute technique d'intelligence artificielle, sur un corpus de données d'entraînement, et que ces données, certes, sont gigantesques, mais qu'elles sont quand même finies. Et si jamais on lui donne un problème complètement novateur, il va pas être capable de le traiter. C'est difficile pour lui de faire émerger de la créativité pour des réponses complètement nouvelles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une intelligence qui est différente de l'intelligence humaine. Je vous ai donné un exemple d'une conversation que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec ChatGPT. Je lui envoie une image d'heptagone et je lui demande quel est ce polygone. Adam, si je te pose cette question, qu'est-ce que tu vas me répondre, toi? Moi, je pense qu'il faut que je compte chaque côté. Ah, c'est ça, tu vas je compte et là, on arrive à 8. J'essaie de compter après. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. C'est pas grave. C'est pas grave, tu as fait les mêmes erreurs que ChatGPT. ChatGPT, il a vu l'image, il a intégré l'image dans son architecture et il a vu que ça ressemblait beaucoup à des images d'octogones et d'hexagones, qui sont les polygones les plus fréquents. Et il m'a dit, ouais, ça doit être un octogone, ça ressemble à un octogone. Bon. Ça illustre les limites du modèle qui disent, ça veut dire que ils sont pas comment dire, magiques. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir les guider vers la bonne réponse. Et pour l'anecdote, en question suivante, je lui dis, t'es sûr, tu t'es pas trompé? Compte les côtés un par un. Il a généré du code pour compter les côtés un par un et il a su me dire que c'était un heptagone. L'idée un peu qu'on veut vous montrer à partir de cet exemple, c'est que ce n'est pas un outil magique. C'est pour ça d'ailleurs que les départements data doivent être impliqués là-dedans parce que c'est la data qui doit être entraînée. Si vous arrivez que vous n'avez pas de data, d'historique et aucun entraînement, effectivement, vous aurez des hallucinations à partir de l'outil et il ne sera pas performant. Ce n'est pas le but. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur le fait que les datas doivent être entraînées. Exactement. On va passer à la démonstration? Oui, effectivement. Alors, pour vous présenter ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va analyser la satisfaction client à partir de commentaires publics. J'ai une problématique, c'est que j'ai des clients insatisfaits qui partent, qui ne reviennent pas et qui en plus ternissent ma réputation sur Internet en publiant des commentaires sur des agrégateurs. Donc notre but, c'est de récupérer déjà ces commentaires et ensuite les analyser. Donc les analyser, si on le fait à la main, c'est une tâche chronophage et c'est difficile d'appréhender dans la globalité. Et donc c'est difficile d'avoir une analyse objective. Et si on veut le faire de manière automatique, sans intelligence artificielle générative, ça veut dire qu'on a des compétences poussées en traitement du langage naturel qui ne sont pas données à tout le monde et qui vont donner, pour beaucoup plus de travail, des résultats peut-être un peu moins intéressants. Concrètement, aujourd'hui, on va essayer donc de déterminer quelles sont les principales causes d'insatisfaction de mes clients. On va récupérer les avis publics sur un agrégateur Trustpilot, pour ne pas le nommer, d'une grande enseigne de bricolage française,
Le romarin, Pour ne pas la nommer. Exactement. On va s'appuyer donc sur des outils open source. Nime, qui va être que je vous présente juste après, qu'on aime beaucoup chez Midral. Bon, ce sont nos partenaires, ils sont très bien. On aurait tout à fait pu le faire en Python, mais vous allez voir que Nime a quand même quelques qualités. Et pour l'appel et l'inférence avec les modèles de langage, on les fait tourner sur une infrastructure interne avec Ollama. Et l'accès à Ollama est géré par l'interface OpenWebUI pour sécuriser l'accès. Bon. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va extraire les commentaires bruts grâce aux capacités de scrapping de Nime. On va ensuite faire une analyse de ces commentaires avec nos LLM. On va ensuite voir qu'on peut générer des propositions de réponse et avoir une restitution graphique de cette analyse. Rien que ça. Avant de passer, encore une fois, à la démonstration, je veux juste revenir sur le fait de comment est-ce qu'on fait finalement pour interagir avec un LLM. Pour utiliser un LLM, ben, il faut lui parler, ou au moins lui écrire. On lui envoie ce qu'on appelle un prompt. Ça veut dire quoi, prompt en anglais déjà? Ça veut dire inciter, pousser. Inciter, c'est Ouais, ça, inciter, pousser. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un prompt. Bon. Donc, on va construire un prompt. D'abord, on va dire au modèle ce qu'on attend de lui, très précisément. Dans une première phase, moi, je veux que mon modèle me serve d'analytique augmentée. Je vais lui demander de me récupérer les avis clients, de les analyser et d'en extraire du coup une tonalité qui peut être insatisfait, neutre ou satisfait, d'en extraire la localisation si jamais il la trouve, si jamais il n'y a pas d'information, il ne met rien, si c'est une expérience en ligne, il met web, d'analyser les sentiments qui transparaissent dans la vue, de résumer la vie et les causes de satisfaction et d'insatisfaction en 5 mots maximum, afin de pouvoir les classer et répondre à la question de cause d'insatisfaction principale. Pour chaque avis, enfin, je lui demande de produire ces informations, uniquement ces informations, et de les exposer sous forme de JSON, qui est un format qui sera facile d'exploiter, plus facile d'exploiter que du texte brut, par la suite dans Nine. À noter juste que sur le prompt, et ça c'est très très important, il faut savoir qu'un prompt doit respecter, si je comprends bien aussi, une structure précise. Là, vous voyez analyser, vous voyez extraire. En fait, c'est vraiment des mots-clés qu'il faut mettre en place dans un prompt et non pas juste demander avec un langage simple parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. Je voulais un petit peu intervenir sur ça parce que c'est très important à maîtriser et l'utilisation au final d'une IA générative n'est pas non plus bonjour, je veux ça et le résultat sera différent. Tu as raison, il faut effectivement, c'est ce qu'on va voir, structurer son prompt et utiliser des mots percutants et ne dire que ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, et rien que ce qu'on veut, sinon on le laisse la possibilité au modèle de faire autre chose que ce qu'on attend et d'avoir des résultats moins faciles à exploiter. Bon, une fois qu'on a donné les instructions dans le prompt, on va lui donner un exemple d'avis qu'il va recevoir et un exemple de réponse qu'on veut qu'il sorte. Donc là, on voit bien qu'on passe de données non structurées à de la donnée structurée qui sera plus facile à analyser par la suite. Enfin, on lui dit, je vais t'envoyer, donc maintenant que tu as vu l'instruction et les exemples, je vais t'envoyer l'avis à analyser. Allez, sur ce, je propose de passer à la démonstration. Et donc, nous arrivons dans Nime Analytics Platform. Je vous fais un rapide tour du propriétaire. Comme je vous ai dit, Nime est un ETL, donc un programme d'analyse de données classique, graphique, low-code, no-code. Nos données donc partent de Node, naviguent dans les flux noirs, et les flux rouges sont des flux de variables, donc qui peuvent contenir des informations de paramétrage. Les données donc, sont traitées par ce qu'on appelle des nodes, des boîtes. Donc, unitairement, un node, ça a une couleur et ça a une fonction. Donc, ici, un petit node qui nous fait du nettoyage d'une chaîne de caractères. Ici, un node qui fait de la conversion d'une chaîne de caractères en JSON et un node qui extrait des informations d'un JSON. Bon, typiquement, le JSON qu'on a demandé au modèle de générer. On a également ces boîtes grises qui sont en fait ce qu'on appelle des composants, donc des sous-ensembles de nodes réutilisables. Et typiquement, j'ai mon composant connexion, paramétrage, appel que je réutilise plus loin dans mon workflow. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui,
Les petites lumières sous chaque composant correspondent au statut d'exécution. Donc là, c'est jaune, c'est-à-dire que c'est prêt à être exécuté. Quand c'est rouge, c'est pas prêt. Donc par exemple, je prends le premier, je l'exécute, il tourne, il passe vert, il est exécuté, et le suivant, du coup, passe jaune, il est prêt à être exécuté. Euh, voilà comment ça fonctionne. Enfin, bon, maintenant que je vous ai montré ça, pour ne pas me faire avoir par l'effet démo ou l'effet direct, j'ai exécuté le flux avant le webinar pour être sûr de ne pas me faire avoir et aussi pour qu'on n'ait pas à attendre le temps d'exécution. Bon. Donc, on arrive sur le flux déjà exécuté. Qu'est-ce qui se passe dans ce flux? Première partie, le scrapping de données. Donc, on rentre dans le node. Je vous montre rapidement comment on scrape avec les capacités natives de Nime. On se connecte au site, on navigue sur la première page, on récupère les éléments, on extrait le contenu de la première page, donc les avis clients bruts. On récupère également le numéro de page, enfin tous les numéros de page, toutes les pages disponibles, et on navigue ensuite, on fait une boucle et on navigue sur chaque page pour récupérer le contenu de toutes ces pages. Bon. Une fois qu'on l'a récupéré, en sortie, on va avoir quelque chose qui s'affiche en dessous, le titre de l'avis, le contenu de l'avis, la date à laquelle il a été publié et la note qui a été postée. Ensuite, on va faire l'appel à notre OLAMA par API REST. Comment est-ce qu'on le paramètre? Donc, on doit lui donner, on doit lui demander, enfin, il nous demande, pardon, plutôt, le modèle qu'on va utiliser. Donc, ça, ce sont les modèles qu'on a installés sur notre instance locale de OLAMA. Et on a le prompt qu'il va recevoir, qui est le même prompt que je vous ai montré il y a 2 minutes. On va donc mettre chaque commentaire, on va donc assembler pour créer le prompt final, on va prendre ce prompt de base et mettre le commentaire en dessous pour chaque commentaire. Et on va faire l'appel à notre LLM. Ici, l'appel est effectué, et comme je vous ai dit, c'est un appel d'API web, donc on a une réponse web classique qu'il faut ensuite traiter. Et donc, ce traitement donne lieu à une restitution graphique que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc, d'abord, en bas, on a nos données de base, donc nos données, le commentaire, la date et la note. Et on a les données qui ont été extraites par le LLM, la tonalité de la vie, la localisation de l'expérience du client, les sentiments exprimés, les causes et également la catégorisation de ces causes. En haut à gauche, vous avez l'évolution de la note moyenne sur la période de publication des avis, donc, bon, qui fluctue entre 1 et 2. Et vous avez les catégories des avis, classées donc par nombre d'avis qui sont concernés, sachant qu'un avis peut appartenir à plusieurs catégories. En rouge, notamment, les motifs d'insatisfaction. Donc, on voit que le premier motif d'insatisfaction, c'est un mauvais service client ou un mauvais SAV. Les deuxièmes motifs, ce sont des problèmes de livraison. Et on a aussi, en quatrième, la mauvaise qualité des produits. Et en troisième, on a la mauvaise communication qui peut être liée, je pense, à la fois au mauvais service client et aux problèmes de livraison. Il faut savoir que ces catégories, ce n'est pas moi qui les ai choisies, c'est le LLM qui a dit avec tous les avis que j'ai vus, voici la dizaine de catégories que je peux proposer pour ranger ces avis. Voilà. Un commentaire sur ces résultats. Bon, ils sont négatifs, mais c'est pas la peine. Enfin, il ne faut pas non plus trop s'en offusquer. On est sur des sites publics. Il y a un biais qui fait que les gens ils ont tendance à commenter quand ils sont insatisfaits et pas quand ils sont satisfaits. Oui, bah, de toute façon, c'est comme nous, hein. Je pense que quand on est satisfait d'un achat, on trouve que c'est normal, donc on va pas forcément aller donner son avis. Par contre, lorsqu'on est insatisfait, là, c'est sûr que la première chose, c'est qu'on va aller sur le site web ou sur Google et donner son premier avis. Donc effectivement, les trois quarts sont pas forcément bons, mais derrière, bah, ce qu'on va essayer de résoudre finalement, c'est une pain. Donc, qui est des avis qui est la majorité qui soit pas forcément positifs, bah, c'est aussi bien pour nous parce qu'on va pouvoir les aider à transformer ça. Voilà. On ne s'améliore pas si on n'échoue pas. OK. C'est pas tout ce que peut faire l'IA générative.
Jusqu'ici, donc, on s'est servi du LLM pour faire de l'analytics augmentée. On est passé de données non structurées à de la donnée structurée, qui est déjà un grand avancé. Mais on peut en plus générer des propositions de réponses à chacun de ces commentaires. Et donc, ça donne quelque chose comme ceci. Donc ici, très simplement, j'ai le commentaire et j'ai la réponse que me génère mon modèle. Bon, après, il génère la réponse uniquement avec le contexte du commentaire, ce qui n'est pas grand-chose. De plus, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, je vais générer avec une température du modèle à 0, ce qui veut dire que les réponses ne vont pas être très variées, mais vont être très cohérentes entre elles. C'est pour ça qu'elles se ressemblent beaucoup. Euh, bon, et donc le modèle, que peut-il faire à part s'excuser, être empathique avec le commentaire et proposer de s'améliorer? C'est déjà, je pense, une bonne base de proposition de réponse. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut publier une réponse à tous les commentaires, mais je sais que personnellement, j'aime bien quand les marques sur Internet, si je viens me plaindre sur un réseau social ou quelque part, j'aime bien quand on me répond et qu'on dit, bah, écoutez, excusez-nous, on va s'améliorer. Voilà, au moins j'ai l'impression d'être écouté et déjà j'ai une meilleure perception de la marque. Et donc, voici comment le LLM peut aider à la génération de ces commentaires avec ses propositions de réponse. Et on voit, je rebondis juste Ouais, une petite minute sur ces réponses. Je pense qu'ici, on a tous déjà vu des réponses comment dire, de service client qui étaient un peu hors sol par rapport à la question. Par exemple, pas plus tard qu'hier, vous voyez une plainte, franchement, d'une dizaine de lignes. Et la réponse était, on a une super promo sur notre catalogue et c'est vraiment vrai. Et là, on s'est rendu compte que, bah, ok, il n'y a aucune analyse du sentiment, juste un chatbot qui a repéré une réponse et qui a répondu complètement à côté. Ce qui est différent de, bah, ok, on comprend comment dire, le sentiment et on interagit avec vous de façon précise. Exactement. Bon, voilà qui conclut cette démo rapide. Je repasse à la présentation pour voir comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin. Donc, pour aller plus loin, euh, bon, déjà, rien qu'avec ce qu'on a fait dans Nime, on a d'autres analyses qui sont possibles. On n'a pas exploité les sentiments, on n'a pas exploité les localisations. On pourrait, par exemple, je ne sais pas, avoir une note moyenne en fonction de la localisation. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que, en vérité, tout le monde ne met pas la Mm. localisation du magasin dans son commentaire, donc on a une donnée assez parcellaire. Mais ça pourrait être intéressant. Mm. On pourrait refaire la même analyse sur d'autres sources de données publiques, sur les réseaux sociaux, sur nos commentaires sur d'autres comparateurs. Euh, Également, on pourrait, par rapport à la réponse qui était générée par le LLM, on pourrait la personnaliser à partir des données clients. Donc, on pourrait donner plus de contexte au LLM. On imagine qu'on pourrait potentiellement, si on arrive à réconcilier le client avec le commentaire public, on pourrait extraire des informations sur ce client d'une base de données interne et les ajouter au prompt pour personnaliser la réponse. Enfin, donc là, jusqu'ici, on a parlé simplement de prendre un modèle disponible publiquement et de le prompter correctement pour qu'il réponde à notre besoin. Mais il y a d'autres techniques pour instruire le modèle et pour le rendre encore plus pertinent par rapport à notre contexte. La technique de génération augmentée de récupération, en français, sinon c'est RAG en anglais, et où là, en fait, vous mettez à disposition d'un modèle de base un contexte d'une base documentaire qui va venir enrichir le prompt automatiquement, quelque part. Et vous avez aussi la technique du fine-tuning ou du réentraînement, où vous prenez votre modèle public et vous le réentraînez, vous en réentraînez une partie avec des données pour lui donner la connaissance peut-être de votre vocabulaire spécifique, de votre contexte spécifique, etc. Ces deux techniques sont conjugables pour des performances maximales. Elles sont complémentaires. Enfin, bon, Adam, tu l'avais évoqué au début, il y a évidemment d'autres cas d'usage pour l'IA générative, hein, ce n'est pas uniquement dédié à la satisfaction client. Il y a des chatbots de support, un conseiller client augmenté, donc si, je ne sais pas, dans le secteur de la banque, des assurances, en fonction d'une demande spécifique de mon client, je peux faire une demande à un LLM qui en plus connaîtra le contexte de mes politiques d'assurance pour lui faire la Mm. meilleure réponse possible.
Il y a également l'assistance aux développeurs. Et là, par là, j'entends que le fait que ces modèles ont des capacités de génération de code, donc qui peuvent permettre de faire de Mhm. l'autocomplétion de code, etc. Et qui permettent même pour un développeur de décrire ce qu'il veut faire dans le code et le modèle lui génère le code pour le faire. Bon, ça, ce sont ça, je pense, trois cas d'usage assez connus. Maintenant, il y a aussi le cas de la simulation de données, qui est peut-être un peu moins méconnu, qui est un peu plus méconnu, pardon. Donc, ces modèles permettent de générer de grandes quantités de données vastes et variées qui peuvent vous permettre de tester des systèmes en production, enfin, face à des données qui ressemblent à des données qu'on verrait en production, de le faire plus rapidement et plus facilement que si on devait écrire à la main des tests et des scénarios de test. En conclusion, bon, je pense qu'on a assez bien illustré les bénéfices de l'IA générative. Je pense que la raison pour laquelle c'est si prégnant maintenant, c'est parce qu'on a de nouvelles technologies, enfin oui, de nouveaux modèles technologiques qui rendent ça plus performant que jamais et plus simple à utiliser que jamais. Et cette simplicité veut dire que tout le monde peut l'utiliser et que ce n'est pas réservé uniquement à des data scientists. Et ça, effectivement, non, effectivement, on est, encore une fois, mais c'était précisé en tout début de meeting, c'était que c'est peut-être comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde peut utiliser ça. Et là, vous pouvez voir, vous avez vraiment une multitude de cas d'usage, multitude de possibilités. Encore une fois, il faut vraiment cadrer la chose, se définir un objectif derrière et mettre ça en place. Ça, c'est encore un autre travail. Mais voilà, l'idée, voilà, encore une fois, c'est vraiment de dégrossir la chose, de vulgariser, de vous présenter comment on peut répondre à une pain qui est en vogue aujourd'hui chez quasiment 100% du monde retail. Donc, à vous de jouer. Je vois qu'on arrive à bout de jouer, effectivement. Je vois qu'on arrive au bout de ce webinaire. On va profiter, on va prendre le temps pour les questions-réponses. Je vois qu'on a déjà pas mal comment dire, questions dans le chat. Et la première question qui est de Clémence Goub, j'espère que je prononce bien, qui est dans combien de temps l'IA générative va arriver à son plein potentiel, parce que c'est vrai qu'on Mhm. a l'impression d'être Très au tout juste. début, Ouais. et quel est le modèle le plus performant? Ok. Alors ça, c'est une bonne question. Non, bonne question. Euh, Excellente question. Il y en a qui disent que l'IA générative est déjà un bout de souffle. Je parlais tout à l'heure d'intelligence locale et d'intelligence généralisable. Mm. Il y en a qui disent on veut atteindre l'intelligence artificielle généralisable. On veut créer Skynet, quelque part. Et d'autres qui disent on n'y arrivera pas avec le paradigme actuel. Les transformers, c'est très bien, mais ça reste, en fin de compte, des prédicteurs de nouveaux mondes. Je suis plus mesuré, et il y en a d'autres qui disent les transformers vont nous permettre, enfin les modèles actuels vont permettre de faire de l'intelligence artificielle globale. Je ne sais pas prédire l'avenir. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, on est quand même à un rythme de progression qui est moindre que celui du début. Enfin, le passage de ChatGPT 3 à 3.5 et 3.5 à Mm. 4 étaient vraiment des grandes barrières. Maintenant, on est passé de 4 à 4 c'est moins. Voilà, il y a une multimodalité, donc ça ouvre des possibilités, mais on n'est pas sur ChatGPT 5 qui était l'intelligence artificielle, le Skynet. Mm. Voilà, bon. Tout ça pour dire que je pense je ne saurais pas dire si on n'est pas loin, si on est loin du plein potentiel ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, les systèmes actuels sont très performants et permettent déjà de débloquer beaucoup de problèmes. Quant aux modèles les plus performants, bon, il y a plein de benchmarks. Globalement, on observe quand même que les modèles les plus puissants closed source, Mhm. donc que sont Gemini, ChatGPT et Claude, sont légèrement plus puissants que les modèles open source. Quand on regarde au benchmark, ils ont par exemple 84% au lieu de 82% sur certains benchmarks. Est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est grave que les modèles closed source soient derrière? Non, puisque de toute façon, ça, ce sont des modèles généraux et qu'un modèle open source qui sera adapté avec cas d'usage spécifique sera toujours beaucoup plus performant qu'un modèle généraliste closed source. Un dernier exemple pour répondre à cette question. Je veux un modèle qui me permet, qui est un assistant pour un développeur qui fait du SQL. Il y a un modèle open source qui s'appelle SQL Coder qui va être plus performant que ChatGPT sur cette tâche parce qu'il a été optimisé Ok. sur cette tâche. Voilà. Donc ça va aussi dépendre un peu du cas d'usage dont a besoin la personne.
Non, ok, Oui, ok. il ne faut pas Ouais, s'imaginer. ouais. Enfin, c'est vrai qu'on a cette envie de dire je veux un modèle qui va répondre à tous mes cas Ouais. d'usage. Il va falloir travailler à chaque fois pour que, ne serait-ce que un minimum sur le prompt, parce que le travail minimal, mais sinon le rack spécifique, le fine-tuning spécifique pour l'adapter à chaque fois à son cas d'usage. Ok, bah, très clair. On va passer à la seconde question qui est par présentation très instructive. Bah, merci. Juste une petite question. D'un point de vue client, combien ça coûte de mettre en place un tel système d'IA générative à peu près? Et si on prenait compte de plus de paramètres comme les sentiments, localisation ou autres? Alors ça, c'est une très bonne question. 1,5 million vers là. Non, un peu plus sérieusement, en fait, ça, j'ai pas de, comment dire, de chiffres à nous donner parce que ça va vraiment dépendre de la maturité de la donnée. Est-ce qu'elle est entraînée ou pas? Et elle se trouve où? Par exemple, je sais qu'on a, je sais que j'ai rencontré dernièrement une entreprise qui bah, voulait faire directement l'IA générative, mais on s'est rendu compte que bah, la donnée n'était pas entraînée, la donnée était un peu partout. Donc, ça va vraiment dépendre d'où en est l'entreprise, de quelle quantité de data on a. Mais on ne peut pas arriver et dire à une entreprise, bah voilà, ça va vous coûter tant au premier échange. L'idée, c'est vraiment de comprendre où est-ce qu'on en est et quelle est la charge comment dire, de travail pardon, à faire derrière. C'est vrai. Et en plus, il y a d'autres paramètres qui vont influer sur le coût. Aujourd'hui, là, on vous a présenté une solution qui est gratuite, que vous pourriez reproduire chez vous tout de suite. Le seul coût que ça entraîne, c'est qu'on a une machine qui est capable de faire tourner au Lama, donc il y a 32 gigas et quelques CPU dessus. Mais ça, c'est quelque chose, bon, si, au-delà de cet investissement initial, Mm. il n'y a pas de coût de licence, les modèles sont open source, Nime est open source, donc il y a pas forcément de coût par rapport à ça. Vous pourriez dire, mais moi, je veux une solution cloud, je veux une solution payante, cloud, closed source, et ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc il y a aussi ce paramètre-là qu'il faut prendre en compte. C'est ça, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et effectivement, je ne pourrais pas donner un chiffre, malheureusement. Zoé Le Bourgeois, Oui, que je hi connais, c'est Maris. une cliente. Ok, Bonjour Zoé. Est-ce que je remarque une différence quand je développe un prompt en français ou en anglais avec KAI? Alors, KAI, qui se prononce d'ailleurs AI, juste, bon, bref, c'est la solution, c'est un chatbot intégré à Nime. Parce que Nime propose un chatbot intégré. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le montrer. Bon, c'est pas grave. Un chatbot personnalisé, customisé pour répondre aux questions sur Nime. Quand on lui pose une question, bah, comment je fais pour faire telle opération dans Nime? Bah, t'inquiète pas, tu peux utiliser telle node, telle node, telle node. Et je crois même que parfois, il te construit des bouts de workflow pour toi hmm, aussi. Bon. Est-ce que je remarque une différence? Oui. Il faut savoir que donc, ce KAI ou Hi, il est basé sur ChatGPT. Euh, bon, ChatGPT, quand on lui parle, quand on interagit avec lui en français et en anglais, il n'y a pas trop de différence sur sa performance, puisque il a été entraîné sur plein de données en français, en anglais, des traductions. Il gère assez bien les traductions. Il n'y a pas de baisse de performance hmm, notable. Il y a une baisse de performance, mais pas si énorme que ça hmm, par rapport entre le français et l'anglais. Par contre, pour le contexte NIME spécifique, beaucoup de documents sont en anglais, très peu de documentation est en français. Et donc, quand le modèle a été fine-tuné ou adapté hmm, au contexte NIME, il a principalement vu de l'anglais. Et donc, c'est pour ça, et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, Nime est uniquement en anglais. hmm. C'est pour ça que oui, oui, il y a vraiment une différence quand on demande à ce modèle spécialisé sur Nime, euh, quand on lui parle en français ou en anglais. Ok, ok, très clair. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Et je vois qu'on a un peu dépassé effectivement comment dire, webinaire. Bah déjà, merci pour votre participation. Ah, si, une question. Si Ah j'ai oui. une question, Sana, excusez-nous. Excusez-nous. Donc, connaissez-vous les montants, connaissez-vous les montants investis dans l'IA générative dans le monde bancaire? Alors, c'est une excellente question à laquelle, malheureusement, enfin, pour l'instant, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais Bah, pas c'est si vrai que Maurice oui, l'a. malheureusement, Adam est plutôt côté retail. Sans divulguer trop sur ce que font nos clients bancaires, on a des missions, des appels d'offres à quelques centaines de jours.
pour Ok. définir une roadmap et faire des premières implémentations. Donc derrière, c'est quelques centaines de jours, on met le TGM qu'on veut, quoi. Mais j'espère que ça vous donnera une ordre d'idée, sans compter, bien sûr, les budgets pour l'infrastructure interne, surtout dans le monde bancaire où on va vouloir des infrastructures en interne. Merci pour cette réponse. Et dernière question de Sana encore, du coup. Comment calculer le retour sur investissement d'un cas d'usage IAGEN? Comme pour n'importe quel cas d'usage IA, n'importe quel cas d'usage informatique. Aujourd'hui, il y a un process. Ce process, il vous coûte un certain temps humain et ou enfin, il coûte de l'argent. Euh, Vous allez investir pour développer une solution. La solution va vous permettre peut-être d'économiser 80% du process si la performance est au rendez-vous. Donc, vous allez définir des critères de succès Mm. sur la performance de la solution. Et ensuite, vous dites, bah, ma solution m'a permis de réduire la durée, par exemple, de mon process ou le coût de mon process de temps. Donc, j'ai fait cette économie. Donc, c'est principalement à l'économie qu'on va jauger si jamais je remplace un process. Et si je crée un nouveau use case, pas pour remplacer un process, mais pour imaginer autre chose, là, effectivement, c'est combien je vais pouvoir vendre les fruits de ce que j'ai produit. Ouais, bah moi, pour reprendre un peu sur la partie, bah, j'ai pas eu plus tard que ce matin un échange par rapport à ça. C'est ce que disait Marius, c'est à partir de KPI simples. Je vais prendre un petit exemple. Là, l'exemple de l'entreprise qui a des commentaires négatifs et qui potentiellement bah, ne va pas répondre. On sait que le service client va être surchargé, donc on va avoir besoin de staffing supplémentaire. Donc vous avez ce coût-là. On va potentiellement perdre des clients qui ne vont pas revenir parce que leur insatisfaction ne va pas être traitée. Donc, du coup, baisse du chiffre d'affaires. Donc, on va prendre un peu tous les KPIs relatifs au cas d'usage et on va mettre en place justement bah, cet outil-là. On va dire, OK, bon, on va se donner, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Et avec cet outil-là, 1 an après, on va voir combien on vous aura fait économiser. Parce que, voilà, on va parler franchement, c'est ce côté-là qui va faire qu'il y aura un retour sur investissement. C'est combien on dépensait slash perdait 1 an après ou même 6 mois après, combien on a pu économiser, combien on a fait de gains de chiffre d'affaires avec les mêmes personnes ou les mêmes typologies de clients qui se plaignaient. Sachant qu'on peut anticiper. Si on donne des hypothèses de Mm. performance du modèle, on peut anticiper aussi ce gain qu'on va faire. Oui, on peut anticiper, il peut y avoir aussi une projection, une simulation de comprendre ça, et c'est à ça aussi que servent bah, l'époque, par Ouais, c'est exemple, ça. de dire là, Avec un on est POC, on capable. voit si on est en mesure d'atteindre cette performance pour atteindre notre Mm. rentabilité. Et si bon, c'est pas le cas, bah, il faut arrêter le projet. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Donc, on arrive au bout. Merci pour votre participation. N'hésitez pas, justement, voilà, j'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées, une personne qui a demandé un contact, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir justement des échanges approfondis, même des démonstrations par rapport à ces cas d'usage. Et encore une fois, nous, voilà, c'est avec un plaisir qu'on répondra à ça et qu'on avancera bah, sur les différents sujets. Merci, Merci Valentin. Marius pour ta présence. Merci. Dernier mot, je vais publier le workflow que vous avez vu. Je le publierai sur un espace public sur nime.com pour le Ok, télécharger. Voilà. bah, génial. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Bon beaucoup. appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et à très C'est bientôt. notre cas.